Restez connectés et écoutez Radio Afrique Santé. Votre santé, notre priorité. Bienvenue à tous et merci d'être au rendez-vous de votre émission thématique en thème facile. Alessandre Alovokmaou, expert en management et leadership de services de santé et secrétaire exécutif de l'ONPB, c'est-à-dire l'Ordre national des pharmaciens du Bénin, est notre invité du jour et avec lui, nous allons parler de droits et obligations du patient au Bénin. L'essentiel en thème facile. Bonjour monsieur Alovokmaou. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais super bien et vous? Très bien également. Alors merci déjà d'avoir répondu favorablement à notre invitation malgré votre emploi du temps très chargé. C'est avec grand plaisir. Alors, le 4 octobre 2022, l'Assemblée nationale du Bénin a adopté la loi numéro 2022-17 du 19 octobre 2022. Cette loi renseigne sur les droits et obligations du patient au Bénin. Alors déjà, quand on parle de droits du patient, on ne comprend pas ce que c'est. Dites-nous, qu'est-ce que c'est le droit d'un patient? Je vous remercie. Je voudrais dire d'abord ce que le 4 octobre 2022, c'est la loi modificative, puisque la loi sur la protection de la santé des personnes au du Bénin a été déjà votée en 2020 et promulguée en février 2021. Et on a fait une relecture pour faire quelques modifications. Donc, le 4 octobre, ça a été une modification pour renforcer la loi et le rendre beaucoup plus opérationnel. Donc, pour cette loi, mais je voudrais dire aussi avant tout propos, comme c'est pour la première fois que je suis venu dans vos studios, oui. Et la première fois au cours de l'année, qu'il me soit permis de souhaiter mes voeux de bonne année à vos éditeurs et souhaiter une prospérité à la Radio Afrique Santé, souhaiter à ce que l'information en santé soit accessible pour tous. Merci. À travers votre radio. Merci. Donc, sur ce, je voudrais dire que le droit à la santé en termes faciles, oui, en termes faciles. En termes faciles, c'est ce que le prestataire, que ce soit on va dans un hôpital ou bien un centre de santé, une clinique dans le quartier, c'est comment le médecin, l'agent de santé doit se comporter vis-à-vis de moi en tant que patient pour parvenir à une guérison parfaite, voire complète. Et donc, cela voudrait dire que dans le processus de prise en charge du malade, on doit lui garantir un certain nombre de sécurité pour parvenir à sa guérison. Donc, le droit là, si on exerce véritablement ce droit, ce malade doit avoir la confiance, la joie d'être pris en charge. Vous voyez, donc... Il ne doit pas avoir cette crainte-là d'être oui, à l'hôpital. Oui. Donc, quand vous connaissez au fait ces droits, vous les exercez pour améliorer la prestation, la prise en charge dans nos hôpitaux. Ne pas, en tant que citoyen, ne pas connaître ses droits et ses obligations, crée des ennuis et crée des difficultés dans la prise en charge d'un malade. Mais lorsque chaque partie connaît ce qu'il a à faire dans une relation, puisque un malade qui vient rentre dans un système, dans une relation contractuelle avec le prestataire de service, dès l'instant où il est venu, il a fait les formalités, il a pris son carnet de consultation, ça a établi une relation contractuelle où chacun doit respecter sa part dans le but de la guérison du malade. Et quand vous parlez de chaque partie, vous parlez du malade, oui, et du prestataire de soins. Prestataire de soins. Et alors, donc, les deux parties-là, chacun a des droits et chacun a des obligations. Mais ici, maintenant, nous voulons nous adresser à la population
pour que eux, dans la position de malades, d'usagers de nos services de santé, ils doivent savoir désormais que le gouvernement du Bénin, en se référant à notre constitution, où la constitution dit que le droit à la santé est un droit fondamental et l'État a le devoir de garantir la santé de sa population et la vie humaine est sacrée. Il est important que les Béninois sachent aujourd'hui que l'État a pris la résolution. Le système de santé doit garantir à tous les Béninois une continuité de soins, en privé comme en public. Cela voudrait dire, on ne peut pas voir un malade, on ne peut pas le voir en situation d'urgence, on ne peut pas recevoir un malade et le laisser le négliger. Dès cet instant où on doit pouvoir garantir sa vie. Donc vous voyez, en termes faciles, aucun Béninois ne doit se mettre pied dans un hôpital, public comme privé, au Bénin, et on va le négliger, on va bafouer sa dignité, on va le refouler. C'est si vous acceptez, vous cautionnez cela, ça veut dire que vous êtes dans la méconnaissance de votre droit fondamental. Voilà ce que je peux vous dire en introduction. Vous avez été vraiment explicite. Alors, le droit à la santé est un droit fondamental du patient, vous l'avez martelé. Alors, mais quel est le droit fondamental du patient dans un service de santé au Bénin? Vous savez, la loi en son article 6 a cité un certain nombre de droits que le malade au Bénin a droit. L'article 6 l'a dit clairement. Toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. La personne malade a le droit. Donc, vous voyez, premier élément, toute personne a le droit d'être informée de son état de santé. Ça, c'est ce qui est fondamental. On ne peut pas ne pas dire au malade de quoi tu souffres. Il a le droit d'être informé. On ne peut pas monter sur quelqu'un, commencer par le piquer dans tous les sens sans pour autant chercher à savoir qu'est-ce qu'il a. Ce n'est pas possible. Et ça continue en disant, la personne malade a le droit au respect de sa vie privée, de sa dignité. Ça, c'est le premier point. À l'information et au respect de la confidentialité. Si je prends d'abord le respect de la vie privée, de la dignité, le système de santé ou un centre de santé doit garantir à travers ses locaux, protéger la vie privée des autres. C'est pour cela que vous allez dans certains services, il est important que les centres d'hospitalisation y ait de paravent pour protéger celui qui est sur ce lit par rapport à l'autre. Oui. Parce qu'on doit respecter la vie privée de l'autre. On ne doit pas laisser les informations du malade circuler, ni dans la prise en charge, dans les visites du médecin, être en train de dire haut ce dont l'autre souffre à côté de l'autre malade. Ce n'est pas normal. On ne garantit pas sa vie privée. Ce que le médecin est en train de dire au pied du malade, peut-être à l'infirmière ou bien à l'aide-soignant qui est au pied du malade, ça doit pouvoir garantir la vie privée et la confidentialité. Autre point, on dit la personne malade a le droit à accéder à son dossier médical. Voilà. Donc, il faut dire qu'avant ce droit, oui, on dit, troisième point, la personne malade a droit à l'expression de sa volonté, notamment par rapport au choix du médecin, à la participation à la décision médicale et au soulagement de la douleur. Vous devez comprendre que on doit pouvoir associer le malade, c'est ça que je disais tout à l'heure, au traitement. Sinon, il n'y a pas de guérison complète. Donc, le malade peut même jusqu'à aller choisir le médecin. Bien pour sûr. dire ce médecin-là. On ne lui impose pas le médecin parce que ça y participe de sa guérison. S'il est bloqué par rapport à celui qui le soigne, il va être guéri comme mon cher ami journaliste. C'est ça. Parce que psychologiquement, il ne sera pas prêt à être guéri. C'est ça. Mais cela ne donne pas droit à des caprices inutiles.
Il faut pouvoir se justifier. Lorsque votre vie est en danger, vous êtes là à faire de caprices, ça n'engage que vous. Donc, c'est pas ça. C'est pour cela qu'on parlera des obligations tout à l'heure. Le malade a des obligations. Il n'y a pas seulement des droits et il va venir exercer les droits. Non. Il a des comportements qu'il doit avoir dans l'hôpital aussi pour que sa guérison soit complète. Donc, indépendamment de ça, il y a à l'expression de ces réclamations et de se plaindre. Vous voyez, le malade au Bénin désormais peut réclamer. La loi l'a consacré. Il y a au Bénin, on dit que c'est Dieu qui a voulu. On met tout dans le dos de Dieu, ou bien sur le dos de la sorcellerie, sur le dos des trucs mystiques, au lieu de mettre un peu de la raison, du doute méthodique et de chercher à comprendre ce que l'on fait. Le fait de chercher à comprendre, de faire des réclamations, éclaire aussi le prestataire. Permet au prestataire de se remettre en cause et de poser de bons diagnostics. C'est pour cela que moi, je me bats pour qu'il y ait l'information à la santé à tous les niveaux. Toutes les affections, la population doit savoir si j'ai telle chose, voilà comment on doit me traiter. On doit pouvoir lui expliquer et lui offrir toutes les possibilités de traitement et il décide en toute liberté, soit lui-même, soit une personne de confiance qu'il a identifiée. Vous parlez de personne de confiance qu'il a identifiée, oui. Et si le malade est inconscient? C'est ça. Si oui, le malade il ne pourra pas identifier une personne de confiance, puisqu'il vient avec ses parents. Oui, les parents qu'il a amenés, c'est déjà une personne de confiance. De fait, puisque si le parent ne l'amène pas, comment donc c'est cette personne-là qui s'engage. On doit expliquer à cette personne qui a amené le malade. C'est très important. On dit que il a droit à la qualité et à la sécurité des soins. Vous voyez, un malade, que le lit n'est pas bien positionné et qu'il tombe du lit dans notre hôpital, ce qui n'est pas normal. On doit prendre les dispositions pour qu'un malade qui est agité ne tombe pas de son lit de l'hôpital. Il a droit à la sécurité et à la qualité. Vous voyez, on veut vous servir un produit, on se trompe pour vous servir un autre produit. Ça, c'est l'insécurité des soins. On vous sert notre produit à la place du produit qu'on vous a prescrit, alors que ce produit n'est pas adéquat et vous commencez par boire. C'est grave. Vous pouvez, si vous vous rendez compte de ça, vous pouvez vous plaindre. C'est une faute médicale. C'est une faute grave. Vous voyez, et enfin, il a droit à céder à son dossier médical. C'est ça qui lui permet, même après le traitement, il peut demander son dossier médical pour comprendre ce qui s'est passé. J'étais justement pressé qu'on arrive à ce point-là. Oui, parce que sous nos ça fait partie des innovations de cette loi. Quand on a fait des modifications, on a ajouté ça. Voilà, c'est pour vraiment dire qu'on ne peut plus refuser à un malade qui vient chercher son dossier médical. On ne peut pas lui refuser ça. On ne peut pas lui refuser. Il a le droit de savoir. C'est vrai qu'on écrit quelque chose dans les carnets, les gens gardent à la maison, mais il peut chercher à savoir. C'est pour cela que les médecins, ils ont été suffisamment formés, ceux qui consultent ont été suffisamment formés pour retracer tout ce qu'ils ont eu et ce qu'ils ont fait sur le malade dans le dossier médical. Sinon, on a toujours cru que le dossier médical, c'est seulement pour non. Les prestataires. Non. Le malade a le droit, c'est pour lui. C'est son dossier, c'est pas le dossier du médecin. Le dossier n'est même pas pour l'hôpital, c'est pour le malade. C'est pour le malade. Et dans un système performant, on digitalise même tout ça. Et le malade a son compte, il peut consulter son dossier. Il peut consulter son dossier. C'est ça qui fait qu'il y a développement. Si la personne ne sait pas ses antécédents, et puis il n'a pas un dossier, et qu'on trace ses antécédents, il peut aller dans un hôpital, et comme on ne lui pose pas de questions sur ses antécédents, on va lui prescrire un produit qu'on va l'injecter, il va faire un arrêt cardiaque. Et c'est des choses comme ça, des morts inutiles, inévitables qu'on a dans le pays parce qu'on n'a pas les antécédents d'un malade. On ne cherche pas à savoir s'il a été diabétique ou bien s'il est diabétique, s'il est hypertendu. On l'a vu dans un état, on commence par agir dans tous les sens sans pour autant prendre le temps de consulter son dossier. Donc, cela voudrait dire que nous, quand je parlerai des obligations tout à l'heure, je dirais aux malades, ils doivent savoir tracer véritablement leur parcours médical. Pour que je suppose que je suis allé à Parakou,
Or, je me fais consulter ici. Je dois pouvoir savoir quels sont mes antécédents. Tout malade doit pouvoir savoir quels sont ses antécédents, quels sont ses risques et le partager. C'est pour cela qu'on dit que il a droit à l'information. Si le médecin lui partage l'information sur son traitement et lui dit qu'il y a telle chose, je veux poser tel acte, il va dire « Ah, ça, on ne peut pas me faire ça. » Trouver autre alternative. Vous voyez? Oui. Donc, c'est ça l'importance d'avoir son dossier médical. Donc, voilà les différents droits consacrés pour le Béninois. Tous ceux qui vivent au Bénin aujourd'hui, voilà leurs droits. Et ils doivent pouvoir travailler, les communautés doivent pouvoir travailler à se sensibiliser pour mieux se comporter dans les hôpitaux. Vous voyez? Et donc, lorsque vous voyez ces droits-là, vous vous demandez, mais comment ça va se passer désormais, les relations entre les malades et le prestataire de soins. Et les prestataires de soins. Vous voyez, dès l'instant où vous allez dans un hôpital et on vous dit que vous souffrez de telle chose, d'abord, vous avez droit à avoir l'information. Quelqu'un me disait hier qu'il était allé dans un hôpital au Bénin ici. Mais on commence par presser son abcès sans pour autant lui dire, monsieur, nous voulons vous faire telle chose. Comme si il n'a pas droit psychologiquement à être préparé. Au Bénin, on commence par piquer les gens sans pour autant dire, monsieur, je vais vous piquer. Ça va vous faire un peu mal. Qu'est-ce que ça coûte de dire ça? Vous voyez? Donc, le monsieur me disait hier, mais on a pressé son abcès. On ne lui disait rien, on continue de le presser. Mais il dit, mais c'est quoi ça? Il a commencé par faire du bruit pour dire, mais quand même, vous devez quand même m'informer que vous voulez presser l'abcès. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que dans cette relation, lorsque vous êtes informé, vous pouvez refuser, comme vous pouvez accepter. Le malade au Bénin peut refuser à tout moment un soin. C'est au prestataire de lui expliquer les implications, les conséquences, si ce soin n'est pas fait. S'il insiste, il fait un engagement. Et que le prestataire met dans son dossier et informe le responsable de l'hôpital ou bien de la clinique. Le responsable de la clinique en informe le procureur en cas de QSIA. Vous voyez? Oui. Donc, lorsque quelqu'un refuse des soins, il doit pouvoir assumer. Mais le prestataire n'a pas le droit de se fâcher pour lui dire que comme tu as refusé, il peut refuser 100 fois et accepter 200 fois. Alors, vous l'avez dit, le malade, le patient peut refuser les soins et prendre un engagement médical, mais est-ce que le prestataire de soins peut aussi refuser d'administrer des soins au patient? Lui n'a pas le droit de refuser. Et pourquoi il va refuser? Il ne peut pas refuser d'administrer les soins, puisqu'il est là pour ça. À moins qu'il y ait autre empêchement. Mais il doit garantir la continuité des soins. Mais il ne peut pas refuser d'administrer les soins. C'est passible de sanctions pénales et disciplinaires pour le médecin qui refuse d'administrer les soins à un malade, surtout en situation d'urgence. Ce n'est pas du tout normal. Les premiers soins, même si vous ne pouvez pas, je suppose que quelqu'un tombe sur le chemin, on l'amène dans une clinique à côté, on ne peut pas renvoyer du coup cette personne. On doit pouvoir lui faire les premiers soins et garantir sa sécurité vers un centre plus adapté. Ce qu'on voit et on renvoie les malades de gauche à droite, ce n'est pas normal. Parce que toi-même, tu peux te retrouver dans cette situation. Il n'a pas prévu cette urgence, cet accident. Et on l'amène chez vous, juste, si c'est d'hémorragie, juste arrêter et dire que voilà, prenez une ambulance. Les centres de santé et les cliniques de proximité sont d'ailleurs même là pour ça. Ils sont là pour ça. Pourquoi on les a autorisés dans les communautés? Ils produisent d'abord ça et demandent aux parents d'aller dans un centre. C'est pourquoi il y a des hôpitaux de zone. Pourquoi il y a des hôpitaux de zone? Normalement, on ne se lève pas pour aller dans un hôpital de zone ni aller au CNHU. Normalement, ceux qui vont au CNHU pour des petits bobos, ils se trompent. C'est vrai, on va d'abord au centre de santé. Ce n'est pas normal. Notre système sanitaire est clair. Chef de vous référer. Il y a une pyramide. Oui. On se lève de sa maison, on va au CNHU. Oui. Ce n'est pas normal. On va à l'hôpital de zone, ce n'est pas normal.
ça ne permet pas de prendre les urgences en bon escient. Parce que les hôpitaux de zone sont là pour recueillir les urgences envoyées des périphéries. Mais si vous abandonnez les périphéries, déjà, avec un petit bobo pour être dans les hôpitaux, ce n'est pas du tout normal. Ça fait partie, effectivement, ils ont l'obligation de passer dans les centres périphériques pour pouvoir aller de façon progressive. Hein? Vous ne pouvez pas tuer, comment on appelle, mouche avec du marteau. Monsieur Alawak Mahou, je ne vous arrête pas. Vous l'avez dit, le prestataire de soins de santé ne peut pas refuser d'administrer des soins aux patients. Mais je vous propose de suivre ce témoignage. J'ai eu une fracture quand j'étais petit, je crois en classe de CM2. Non, CE2, pardon. Quand j'ai eu la fracture, on m'a amené à l'hôpital. Et le médecin a dit non, que lui ne veut plus travailler, qu'il est fatigué. Les parents ont dit n'importe quelle somme on paye. Il dit non, que lui, il veut rentrer chez lui. Mes parents ont tellement supplié. Et pas fini, il dit bon, envoyez un carton. Et il a découpé le carton, il a emballé, il a attaché avec du fil. Et il dit rentrez et revenez demain. Donc voilà, le lendemain on est arrivé, on a plâtré. Et quand on a enlevé, le sang était déjà coagulé. Et il a fallu que traditionnellement je parte à Dassa pour qu'on puisse enlever le sang coagulé, faire un peu de réanimation. Monsieur Alawak Mahou, vous avez suivi ce témoignage. Oui, j'ai suivi. Réaction, c'est vrai que cela date déjà d'une quinzaine d'années déjà. Oui, mais même si ça date d'une quinzaine d'années, ça demeure actuel. Ça demeure actuel. Il y a des comportements qui continuent dans nos contrées, mais je peux vous dire que depuis les réformes, depuis 2017-2018, où on a identifié les véritables problèmes de santé de notre pays, où les réformes ont commencé, et je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations. Oui, ces actes-là sont découragés. Oui, ces actes-là sont découragés avec la dernière rigueur. Et si quelqu'un se sent dans cette assez soupçonne ou bien se sent bafoué dans ces droits que je viens d'énumérer, ils peuvent s'adresser aux responsables de l'hôpital. Ils peuvent s'adresser en cas de soupçon même dans le traitement ou de violation du droit par rapport à ce que lui a dit, il devrait se référer au responsable de l'hôpital. Et le responsable de l'hôpital a le devoir de les recevoir et de l'expliquer pourquoi. Moi, j'ai eu plein de situations. Vous savez, j'ai une structure qui fait du transport sanitaire. Et nous avons des ambulances qui aident les malades des périphéries vers les hôpitaux de zone. Nous avons eu des situations comme ça, des situations de violation pour la dignité du malade, comme ça. Mais toutes les fois où j'ai ce retour, je me suis toujours plaint au directeur de l'hôpital ou au coordonnateur de zone et qui prend les dispositions. Et beaucoup de choses sont améliorées. C'est que parfois, nous, la population, on se dit que ça ne va rien donner. Non. Dès l'instant où on vous a donné le pouvoir de vous réclamer et de se plaindre, pourquoi vous ne pouvez Pourquoi ne pas saisir cette occasion? Saisir cette occasion, ça ne veut pas dire que vous êtes contre quelqu'un. C'est d'améliorer le système. Un système qui ne gère pas des plaintes. Si vous ne dites rien, les choses ne vont pas s'améliorer. Non. C'est l'intention du législateur, c'est l'amélioration continue des services de santé. Ce n'est pas pour agresser ni le prestataire, ni l'hôpital, mais c'est pour améliorer les choses. Il faut savoir se plaindre avec de la bonne manière. Ce n'est pas les jeunes où on commence par faire les photos, les vidéos dans les hôpitaux pour pouvoir envoyer sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas pour les réseaux sociaux. Ce n'est pas du tout une bonne manière de se plaindre. C'est même pénal. Celui qui fait ça, on doit pouvoir le mettre en garde à vue et l'enfermer même. Même s'il est sur ce rhum. On avait dit qu'il faut respecter la vie privée du patient, oui, du malade. Et pourquoi lui va filmer les malades et mettre sur les réseaux sociaux? C'est des choses à décourager. Oui, ce n'est pas bien. C'est pas bien. Vous avez quelque chose, vous avez les voix pour vous plaindre. Je vous ai dit que plusieurs fois, les malades se sont référés à moi par le fait qu'il y a un système, une flotte d'ambulance et que je gère. Ça fait que
Moi, j'appelle le directeur de l'hôpital, je lui dis, il y a telle chose qui s'est passée chez vous, on n'a pas fait les premiers soins aux malades, on a dit d'aller directement au CNHU. Et je dis, non. Le directeur dit non. Non, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et on fait ce qu'il faut aux malades. Mais est-ce que le prestataire de soins ne peut pas refuser toute prise en charge lorsqu'il estime ne pas pouvoir utilement prodiguer les soins requis? Ah non, vous savez, il fait avec les moyens qu'il a. S'il n'a pas les moyens, il va faire comment? C'est pourquoi nous on se bat pour que le budget alloué à la santé et les moyens, les intrants soient disponibles à la portée du prestataire. Mais le prestataire, quelle que soit son intelligence, sa compétence, s'il n'a pas les moyens de prise en charge du malade, il va faire quoi? Il ne peut rien faire. Il va informer le malade, faire le nécessaire et le référer s'il n'a pas les moyens de sa politique. C'est pourquoi on se bat. C'est pourquoi je vous dis au départ que ce qui est fondamental, le système de santé doit garantir par les moyens appropriés la continuité des soins, la sécurité des soins à tous les Béninois. Ça voudrait dire que pour que le malade soit véritablement pris en charge, l'État doit pouvoir garantir par les moyens qu'il faut, mettre des moyens qu'il faut à la disposition des prestataires. Donc, le prestataire aussi, s'il n'a pas les moyens, il va faire quoi? Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Il ne suffit pas de recruter des compétences, de mettre dans les hôpitaux, sans pour autant mettre du matériel. C'est pourquoi moi j'ai été toujours, je disais toujours syndicaliste, réclamer les moyens pour prendre en charge les malades, parce que les malades, et vous-même vous êtes des malades, au lieu de réclamer toujours des choses, comment on appelle, de l'argent pour votre pays. Et les moyens. Si on vous paye du salaire mirobolant et que vous n'avez pas même le matériel pour travailler, c'est normal. Donc on ne peut pas réclamer seulement du salaire, on doit pouvoir réclamer les moyens d'équipement adéquats pour prendre en charge des malades. Donc vous voyez. Donc je vous dis, il ne peut que faire avec les moyens mis à sa disposition. Il ne peut pas. Mais s'il a les moyens et refuse de faire les soins, c'est là qu'il est en faute. C'est pourquoi on va traiter les choses cas par cas. D'accord. Alors, Alassane Alawokmeou, dans les minutes à suivre, nous parlerons des obligations des patients au service de soins au Bénin. Mais avant qu'on le continue, vous méritez bien quelques gorgées d'eau après ces enrichissantes explications. Merci. Retour en studio, nous sommes avec Alessandra Alawokmeou et nous étions en train de parler de droits et obligations des patients au Bénin et nous le faisons en thème facile pour permettre à toutes les couches de pouvoir comprendre de quoi il s'agit. Alors, Alawokmeou, nous avons parlé des droits, nous avons parlé de cela de long en large, vous avez été explicite. Maintenant, nous allons parler des obligations. Dites-nous déjà, quand on parle d'obligation en thème facile, qu'est-ce que cela signifie? Une obligation, c'est ce que moi, en tant que malade, je dois faire pour aider le prestataire à assurer une bonne prise en charge sur ma personne. Vous voyez? Donc cela voudrait dire que un malade qui cache l'information sur lui-même va biaiser le diagnostic. Il y a des malades qui mentent aux médecins sur leur état de santé, qui dissimulent même ce qu'ils ont, ce qui n'est pas normal. Je vais vous donner un exemple. Une femme enceinte qui a eu à faire du curettage, faire des avortements, et qui tombe enceinte, et que vous allez en consultation voir le gynéco qui vous pose des problèmes sur vos antécédents, et vous dissimulez clairement que vous avez fait du curettage, et qu'au thème de la grossesse, puisque vous n'avez pas donné l'information au gynéco, on fait l'accouchement et l'hémorragie de la délivrance se déclenche. Si vous aviez dit
il aurait pris des dispositions pour prévoir des poches de sang ou carrément opérer et garantir la vie de l'enfant et de vous-même. Donc c'est vous, le patient, qui aviez biaisé le diagnostic du prestataire le diagnostic et vous mettez votre vie en danger de surcroît. Ça, c'est de façon pratique. Vous allez en consultation, dites tout pour aider le malade, le prestataire à vous accompagner. Ça, c'est une obligation de confiance et de donner l'information juste et vraie au prestataire. On ne ment pas aux médecins. Ça, c'est général dans nos communautés. L'hypocrisie à l'hôpital met la vie du malade en danger. Parce que lorsque vous donnez des informations qui sont biaisées, on fait des diagnostics. Le diagnostic sera biaisé, le traitement également. Oui. Parfois, on fait le diagnostic et ce n'est pas en adéquation avec ce que le malade a dit de sa bouche. Et il vient vous mélanger encore avec ses affaires mystiques, de tente, tout ça là. Donc, on n'a rien trouvé. Alors que le problème est ailleurs. Il continue de chauffer et d'avoir de la fièvre. On fait les examens, on ne trouve rien. Alors qu'au fond, il sait au propos de lui-même que le mal est ailleurs. Et il ne le dit pas. C'est pour ça que je dis que la plus grande obligation du malade, c'est franchement, il doit faire confiance et donner l'information juste et vraie sur son état de santé ainsi que ses antécédents au prestataire pour garantir pour lui-même une bonne guérison. On comprend donc que la collaboration, la complicité entre patient et le prestataire de soins est fondamentale. C'est fondamental. En dehors de cette obligation fondamentale-là, est-ce qu'il y a d'autres obligations? Oui. Le prestataire... Non. Le patient. Le patient et son garde malade, ils doivent être... Quand on parle de garde malade, c'est celui qui accompagne le malade pour permettre à tout le monde de comprendre. Ils doivent coopérer, être courtois et respecter les instructions. Chercher à comprendre et non à se livrer à des insultes, à des bagarres inutiles. On n'est pas là pour les bagarres. Oui, on n'est pas là pour les bagarres. En fait, dans nos systèmes, tous les gardes malades et les malades sont sur la défensive. C'est pour ça que de l'autre côté, je demande aux prestataires de corriger ça, d'assurer, quand ils donnent davantage la confiance à la population. Mais dans la majorité des cas, on vient à l'hôpital sur la défensive. Moins geste, on commence par crier. On commence par crier dans tous les sens, sans pour autant maîtriser les choses. Je voudrais, notre obligation, c'est de coopérer. C'est de pacifier les relations entre le malade et le prestataire pour que notre malade que nous avons amené à l'hôpital soit guéri le plus tôt possible. Donc, deuxième point, c'est franchement une bonne coopération et d'éviter les disputes, les bagarres inutiles dans nos services de santé. Troisième chose, il doit garantir quand même la propreté. Vous voyez, dans nos hôpitaux, surtout les gardes malades, ils salissent les toilettes, les couloirs, l'hôpital, ils se couchent de part et d'autre, alors que l'hôpital n'est pas un lieu où il faut venir séjourner à plein temps. Vous voyez, sans pour autant prendre les dispositions. Donc, ils ont l'obligation, en fait, quand ils sont gardes malades, de garantir un état propre autour du malade. S'ils sont gardes malades. Et le malade aussi doit pouvoir réduire ses caprices pour pouvoir garantir sa bonne guérison. Ouais, dans nos hôpitaux, vous allez voir que on gâte les robinets, on tire les courants, on fait ce qu'on veut. Vous allez à l'hôpital de zone, vous allez voir. On urine un peu partout. Un peu partout, alors qu'on est à l'hôpital. Si vous allez à l'hôpital de zone de Calavi, non loin de la maternité, les gens ont déféqué par terre. Ce n'est pas normal, ça. Alors qu'il y a des toilettes publiques qui sont là. Est-ce que c'est normal? Non. Dans un lieu comme ça. C'est pour dire que si nous voulons une guérison complète, nous-mêmes, en tant que population, on doit avoir des comportements mesurés, adéquats,
pour améliorer la santé de la population. Donc, c'est ça que moi je mettais dans les obligations. Vous avez des droits, mais vous avez les obligations d'assumer vos actes. D'assumer vos actes. Donc, c'est fondamentalement ça que moi je voudrais partager à la population pour dire qu'ils n'ont qu'à changer de mentalité et faire confiance aux prestataires de soins, à nos hôpitaux, parce qu'on n'a pas d'autre recours. Et puis, pour finir sur les obligations, vous savez, un malade au Bénin va souvent tardivement à l'hôpital, ce qui augmente le coût de santé pour lui. S'il va plus tôt, il va dépenser moins. Et ce qui fait qu'ils sont agressifs, c'est le fait que les dépenses, ça ne fait que augmenter. Or, il devait venir plus tôt à l'hôpital. Il n'a pas le droit au fait de faire de l'automédication. Or, nous, on est champions dedans. Quand tu étais malade, quel produit tu as pris? Et on va à l'hôpital, on va à la pharmacie, on prend. On commence par boire. C'est quoi ça? Sans diagnostic. Parce que l'autre a souffert d'une maladie similaire à ce que je vis. Je l'appelle, je dis que quel produit tu avais pris quand tu étais à l'hôpital, on t'a prescrit. Bon, et puis on va, on négocie, on prend, on boit. C'est se tuer, mon cher ami. C'est se tuer, chère population. On doit pouvoir avoir la spontanéité d'aller à l'hôpital lorsqu'on a un bobo. Au centre le plus proche de chez soi pour exprimer ça. Et ça va être suivi. C'est mieux, on dépense moins que d'être en situation d'urgence avant d'aller à l'hôpital. Et c'est surtout, je m'adresse aux mères qui ont des enfants de moins de 5 ans et qui continuent de faire de l'automédication. Appelle telle mère et mon enfant de rhume, quel sirop je vais prendre, il lui donne tel médicament jusqu'à ce qu'ils viennent dans la majorité des cas à l'hôpital avec des enfants en situation de décompensation, en situation pâle, anémiée, alors qu'un enfant de moins de 5 ans, le palu, quand ça l'attaque, en quelques jours, vous risquez de perdre cet enfant. Donc moi je m'adresse véritablement aux mères et aux femmes enceintes et qui pensent qu'ils peuvent supporter, ils restent à la maison jusqu'à quelques instants de l'accouchement et ils débarquent à l'hôpital. C'est normal qu'on court dans tous les sens. Vous voyez? Donc moi, j'invite la population, surtout les mères, les femmes enceintes et les mères qui ont des enfants, à éviter de l'automédication, à se donner des courages qui ne sont pas des courages qu'il faut se donner, d'aller à l'hôpital pour vite sauver leur enfant, pour que on réduise le taux de mortalité mère et enfant dans notre pays. Voilà. Alessandra Lovok-Mahou, nous sommes complètement à la fin, mais on ne saurait parler de droit à la santé sans évoquer le volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain, en abrégé ARCH. Alors, ce projet-là devrait commencer le 1er janvier 2023. Sur le terrain, quel constat vous faites? D'abord, 1er janvier 2023, c'est la généralisation. Oui. Rendre l'assurance maladie obligatoire au regard de la loi. L'assurance maladie obligatoire. Sinon, ça avait déjà commencé, par exemple, à Franco en 2022. Ça avait déjà commencé, la phase pilote a commencé, la zone sanitaire Boubakrabi-Soava, la zone sanitaire Dassa-Glazoué, et puis la zone sanitaire Djougou-Waké-Kopago. Vous voyez, ces 3 zones sanitaires ont été les zones pilotes pour le projet H, et l'État garantit la santé, l'assurance maladie aux pauvres extrêmes qu'on appelle les privilégiés de la République. Ceux-là ont bénéficié des cartes d'assurance maladie et ces cartes-là leur permettent au fait d'accéder aux soins de santé de façon gratuite, un paquet de soins de façon gratuite sur toute l'étendue du territoire national. Ça a été étendu à d'autres communes. Et aujourd'hui, la loi dit que tout employeur doit souscrire à l'assurance maladie obligatoire pour ses employés. Au moins 80% et les 20% pour le malade, l'employé même. Ceux qui sont dans le système informel doivent aussi souscrire. Libéral doivent souscrire. Indépendants doivent souscrire pour que, à terme, tout le Bénin, on ait un système de solidarité qui permet de financer le système et qu'on aille à l'hôpital sans barrière financière.
Parce que ce qui bloque aussi, comme je le parlais tout à l'heure, on pense à l'argent qu'on va demander là-bas jusqu'à ce que le cas s'aggrave à la maison. Donc c'est pour éviter ça et réduire, au fait, mettre l'accès aux soins de santé au Bénin accessible à tout le monde, sans barrière financière. Vous voyez, c'est ça, au fait, la solidarité nationale, qui est l'assurance maladie obligatoire qu'on demande à tout le monde de souscrire désormais. Vous voyez, donc, à l'heure actuelle, les pauvres extrêmes ont leur carte. Ils bénéficient des soins de santé. Au Bénin, le bien ne fait pas du bruit. Ça se passe très bien dans nos services de santé. Et les agents de santé, les acteurs, les ONG sont chargés d'informer davantage ceux qui ont les cartes. Parce qu'il ne sert à rien d'avoir les cartes, de tomber malade et d'aller de faire de l'automédication. Il faut aller à l'hôpital si tu n'es pas informé. Donc, moi, c'est beaucoup plus la communication sur ce projet que j'invite véritablement les gouvernants, surtout, à organiser beaucoup de communication autour de cela et pour que la population soit sensibilisée, les promoteurs, les employeurs, pour garantir la santé de leurs employés. Et puis, ceux qui sont dans l'informel, leur montrer l'importance de la santé, d'investir dans la santé, au lieu d'investir dans les morts. Vous voyez? Donc, changeons d'habitude, changeons de paradigme, changeons de mentalité et accompagnons la vie au lieu d'accompagner celui qui est mort. Alessandre Alovokmao, merci. Merci, c'est moi, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes expert en management et leadership des services de santé. Vous êtes également secrétaire exécutif de l'ONPB, entendez l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. Merci. Merci, je vous remercie. Chers amis auditeurs, nous espérons que cette émission vous a permis de prendre conscience de vos droits, des droits et obligations du patient. Donc, merci de nous avoir suivis. À très vite sur Radio Afrique Santé.